Ba mama, ba tata, bandeko, mbote na bino banso. Mbote lisusu. Na sepeli mingi ndenge boye lelo poto solola. Mais nazali na contrainte. Contrainte na ngai ezali que naza confortable te na lingala. Makambo eto solola lelo eza tellement important que il faut que je transmette le message tel qu'il doit être. Ceux qui na lingala, je vais vous donner de approximations et ça ce n'est pas bon. Par conséquent, ce qui vous permettre ngai na kolobana lingala, ce qui est nécessaire, tokotuna na papa Mano à traduire. Bolingi nini? Na lobana français ou bien tout na français? Ok. Merci Mingi, merci Mingi. Ok. Je voudrais vous dire que la question que nous allons débattre aujourd'hui est tellement importante pour notre pays qu'il est extrêmement important que chacun de vous comprenne ce que je veux dire. Ba maman, bato nyonso bayebi que depuis un certain temps, mboka na biso ezali infiltré. Infiltré, ça veut dire que tozana ba institution de la République, ba mokonzi oyo tozana bango, batu mususu parmi eux, baza batu na biso te. Bauti libanda, baza ba mercenaires ya étranger, baye ko vanda na institution na biso, soki topesi bango musala, oyo bakoki kosala au nom du peuple congolais, bango bakokende bakosala muslango, pas pour le peuple congolais, mais pour les étrangers. Par conséquent, chaque fois qu'il y a une décision à prendre, ils prennent ces décisions-là, pas pour nous aider, nous, le peuple congolais. Ils prennent cette décision pour nous détruire, nous, le peuple congolais. Je vous donne un exemple. Depuis un certain temps, vous entendez qu'à l'est de la République, Tozana Bitumba, rébellion et Kotina Katiamboka, ce qui totindi armée congolaise, FRDC, ba soldat na biso, ba mampinga na biso, c'est ça? Ce qui totindi bango bakende kobunda na ba rebelle, ba yekuna, ba moni ba rebelle, bazana minduki, ba kotire na ba rebelle. Ba moni ba rebelle, ba changer costume na bango, bazui costume ya ba rebelle, bango moko ba mampinga na biso ba komi ba rebelle. Ce que ça veut dire, c'est que chaque jour, les rebelles prennent du terrain sur le territoire congolais, ils occupent le territoire de la RDC. En d'autres termes, biso, peuple congolais, tout ça ba naïf. Naïf pourquoi? Parce que tokani ici que tozana armée nationale congolaise FARDC, mais armée nabiso et tondi na ba ennemi nabiso. Par conséquent, ils ne défendent pas la République, ils ne défendent pas l'intégrité territoriale, ils sont au service de l'étranger. Biso banso to constater cette réalité-là depuis un certain temps. Qu'est-ce que nous avons essayé de faire? Chaque fois on change de gouvernement, tout ça, gouvernement Yassika et Bandi Kosala Moussala exactement comme gouvernement d'avant. Par conséquent, la cause de la RDC n'avance pas. J'ai réfléchi et je me suis dit, il faut que nous puissions sauver la République. Pour défendre la souveraineté nationale et Mboka, pour défendre l'intégrité territoriale, il faut que poste ya souveraineté nationale na kopé c'est bien liste ya poste ango poste ya souveraineté nationale il faut ba poste ango et aller occuper exclusivement na bato yo bazali 100% loyaux na République démocratique du Congo. Ça veut dire loyauté, ça veut dire quoi? Loyauté, ça veut dire que ceux qui sont tindio qui sont musala ou défendre mbok nabiso, il faut aux aller disposer que sala muslango exclusivement dans l'intérêt du peuple congolais. Si c'est nécessaire de mourir, il faut au Koufa pour mbok nabiso que le pays soit sauvé. C'est ça que ça veut dire.
En d'autres termes, nous devons faire que Bato et Bazali na situation à conflit d'intérêts. Pendant qu'ils sont congolais, ils peuvent faire autre chose. Mais ces gens-là qui sont dans des situations de conflit d'intérêts, Tokoki Koti à Bango n'a poste à souveraineté. Je vais vous donner un exemple. Constitution de la République démocratique du Congo dit que pour être congolais, il faut être congolais de père et de mère, congolais de père ou de mère. On peut être un étranger naturalisé congolais ou on peut être aussi Muto Babengaka apatride. Apatride ezali ceux qui obimi awa na balabala omoni mwana oyebi ba papa na ye ba mama na ye te. Mwana ngo azali par exemple jaune ou bien blanc. Ozui nanda kuna yo pour des raisons humanitaires. Akoli nanda kuna yo mwana ngo akomi congolais. Même si il a l'air d'être chinois ou japonais, azali congolais. Par conséquent, constitution Nabiso et lobaka que tous les Congolais sont égaux devant la loi. C'est-à-dire apatrides, étrangers naturalisés congolais, congolais de père ou de mère, congolais de père et de mère. Bango nyonso, biso nyonso tozali égaux devant la loi. Ça veut dire que qui kosala makambo etolingi na mboka na biso partout sans restriction. Mais nous disons que pour éviter des situations de conflit d'intérêts, toko réserver poste à souveraineté nationale exclusivement à Congolais oyo bazana situation à conflit d'intérêts. Congolais oyo bazali 100% loyaux na République démocratique du Congo. Et Congolais wana bazaba nani Congolais d'origine nés de père et de mère congolais d'origine. Maintenant, je vais vous dire quels sont les postes qui sont limités d'ailleurs. Les postes qui sont réservés à ces Congolais d'origine. Président de la République démocratique du Congo, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, premier ministre et les ministres régaliens, par exemple, finances, défense, justice, affaires intérieures, affaires étrangères, le haut commandement militaire de l'armée, au moniba généraux, na guerre, tous les généraux là, il faut base la de père et de mère, le haut commandement du commissariat général de la police, général Kassongo, Batiaboye, il faut base la congolais de père et de mère, le premier ministre, j'avais déjà dit les ministres régaliens, l'administrateur de l'ANER, Agence nationale et renseignement. Le directeur général, il y a migration DGM. Les hauts magistrats de la République, les gens comme le président de la Cour de cassation, le président de la Cour constitutionnelle, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, le président de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, parce que ce sont des postes de souveraineté, les ambassadeurs de la République démocratique du Congo à l'étranger, parce que bazo représenté politique étrangère et Ambo Ganabiso, bazo représenté chef de l'État. En plus de cela aussi, les gouverneurs et les vice-gouverneurs des provinces. Tous ces postes-là doivent revenir aux Congolais d'origine nés de père et de mère congolais. En plus de cela, nous allons aussi exiger Basi Nabango, Bamibali Nabango, de tous ceux qui occupent ces postes-là, il faut aussi qu'ils soient congolais de père et de mère. Et je vais vous expliquer la raison. Ceux qui, par exemple, sont président de la République, mais moi, si nayo azali ougandaise, si koyo Congo et koti na conflit na Ouganda, est-ce que le président Nabiso a décidé exclusivement dans l'intérêt du peuple congolais? Il va tenir compte aussi de l'intérêt du pays de sa femme. Pour éviter ça, on dit on n'empêche à personne d'épouser une étrangère. On n'empêche à personne. Et d'ailleurs, si quelqu'un va épouser une étrangère, qu'il l'amène chez nous, nous allons tellement aimer cette femme-là, c'est notre belle-sœur. On va même l'appeler belle-sœur nationale. Mais cette personne-là peut tout faire en RDC, sauf occuper des postes de souveraineté, parce que ça va le mettre dans une situation de conflit d'intérêt par rapport au pays de son père, de sa femme. C'est ça la logique.
Ça c'est le premier volet de la loi. Donc, verrouiller certains postes pour les réserver exclusivement aux Congolais nés de père et de mère pour éviter des situations de conflit d'intérêts qui peuvent mettre à mal la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la RDC. Ça, c'est le premier volet de la loi. Il y a aussi un deuxième volet. Le deuxième volet de la loi, c'est que la constitution de la RDC dans sa forme actuelle dit en son article 10 que la nationalité congolaise est une et exclusive. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Okoki Kozala congolais est français en même temps. Okoki Kozala congolais est belge. À la minute que vous êtes congolais, vous prenez la nationalité française ou belge, vous n'êtes plus congolais. Mais réfléchissons. Beaucoup de nos compatriotes ont quitté ce pays à cause de la mauvaise gouvernance de la République démocratique du Congo. Bakimi, pauvreté Namboka, Bakei Libanda, Bakei Kotanga, Bayokoli, Bazui ba diplôme, mais Bapeyo Libanda où ils résident, leur dit ceci. Si vous voulez travailler ici en France, en Belgique ou en Indonésie, vous avez des diplômes, on vous accepte, mais vous devez avoir des papiers du pays. C'est-à-dire prendre la nationalité française, belge ou indonésienne. Ces gens-là, ils n'ont pas de choix. Le choix qu'ils ont, c'est de refuser de prendre ces nationalités-là ou ces papiers-là et de rester chômeurs à la maison et ne pas être à mesure de nourrir leurs enfants et leurs femmes. Par conséquent, ils sont intelligents. Ils se disent, ah, s'il faut juste prendre un papier qui dit que je suis indonésien, je vais prendre ce papier-là. Ça ne me coûte rien. Une fois qu'ils prennent le papier, ils ne veulent pas dire qu'ils ne sont plus congolais. Mais le Congo leur dit, vous n'êtes plus le nôtre parce que vous avez pris ce papier-là qui vous permet de travailler et de nourrir vos enfants. Mais moi, je pense que c'est une aberration. Par conséquent, nous disons ceci. Parce que ces gens n'avaient pas de choix pour prendre les nationalités des pays dans lesquels ils résident. Ils n'avaient pas de choix et ils n'ont jamais dit qu'ils ne veulent plus être congolais. Nous disons, changeons l'article 10 de la Constitution. Au lieu de dire que la nationalité congolaise est une et exclusive, nous allons barrer exclusive. Et nous allons dire la nationalité congolaise, elle est une, mais irrévocable. Irrévocable, ça veut dire to botami ba congolais, to koli ba congolais, to kokufa ba congolais, ba kukunda biso banani ba congolais. Personne ne peut nous enlever ça. Personne ne peut nous enlever le fait d'être congolais. Maintenant, sauf si vous êtes vraiment fâché avec la RDC, vous ne voulez pas être l'un de nôtres. En ce moment-là, il y a une procédure. Vous devez aller en justice, dire au ministère de la Justice, moi je ne veux plus être congolais. Et on va vous juger. Le ministère, le tribunal va émettre un jugement. Et ce jugement-là va même être envoyé au Conseil des ministres. Et le président de la République doit promulguer une loi qui dit que monsieur tel a choisi de ne plus être congolais et nous acceptons, il n'est plus le nôtre. Mais tant qu'on n'a pas fait ça, biso nyonso tokoti kanaba congolais tiliwa. Vous comprenez? Quelle est la conséquence? Quelle est la conséquence de cette disposition-là, de ce changement que nous proposons? La conséquence est qu'il y a actuellement 15 millions de Congolais dans la diaspora. 15 millions qui ont perdu la nationalité congolaise à cause de cette clause-là constitutionnelle, l'article 10. 15 millions. Maintenant, la conséquence, quand nous changeons pour qu'on puisse adopter le principe, il y a irrévocabilité de la nationalité congolaise, la conséquence est que les 15 millions-là redeviennent qui? Nos frères et nos sœurs. Ils redeviennent congolais. En d'autres termes, pendant la constitution actuelle, nous sommes divisés entre deux parties. Une partie, 107 millions de Congolais de l'intérieur qui sont des Congolais, et une partie, les 15 millions de Congolais qui sont à l'étranger, qui ont perdu la nationalité congolaise. La constitution actuelle nous a divisés en deux parties. Ce que nous proposons va nous permettre de réunifier la population congolaise. En d'autres termes, la population congolaise sera de combien? 107 millions de Congolais de l'intérieur aujourd'hui, plus les 15 millions que nous allons récupérer de l'étranger.
on va avoir une population de 122 millions d'habitants. Un grand pays, une grande population capable de pouvoir travailler pour développer la RDC au profit de tous. Alors, il y a 2-3 éléments que je voudrais mentionner. Quand j'ai parlé du principe de l'exclusivité de la nationalité congolaise, en réalité, on peut appeler ça le principe de la double ou multiple nationalité. C'est-à-dire qu'un Congolais est libre de garder sa nationalité congolaise et de prendre d'autres nationalités de convenance pour qu'il puisse se déplacer, aller faire des affaires dans ces pays-là, trouver du travail là-bas, gagner de l'argent, envoyer cet argent-là ici, par Western Union, nourrir les restes des membres de notre communauté qui sont dans la pauvreté ici. Donc, ce changement est utile à la RDC. Mais il y a un deuxième volet important. C'est que les 15 millions-là qui étaient dans la diaspora, ils ont fait de très hautes études, des études de qualité, dans des meilleures universités de la planète. Ils sont très bien éduqués, ils ont de très beaux diplômes, et ils ont même trouvé du travail, ils ont travaillé là-bas. Dans des grandes sociétés, ils ont acquis de l'expérience professionnelle. Maintenant, quand nous disons que vous redevenez Congolais, qui va bénéficier de cette expérience-là et de ces études-là? C'est nous, la RDC. C'est nous qui gagnons. Donc, l'étranger a financé leurs études, a investi dans leur expérience professionnelle, et le Congo va les récupérer pour les mettre au service du développement de la RDC. C'est la RDC qui gagne. Mais il y a un deuxième élément aussi important. C'est que ces gens-là, parce qu'ils vivent et travaillent dans des pays qui ont un pouvoir d'achat élevé, aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en France, au Japon, en Chine, et ainsi de suite, là, parce qu'ils travaillent dans des pays où les salaires étaient élevés. Ils ont épargné de l'argent. Ils ont beaucoup d'argent qu'ils ont épargné. Imaginez 15 millions de personnes, si chacun d'eux a épargné simplement $1000. Prenez $1000 multiplié par 15 millions, voilà combien d'argent peut venir donc de cette source-là. En leur disant, vous redevenez Congolais. Vous avez le passeport congolais. Vous pouvez entrer au Congo quand vous voulez, vous installer ici, créer des entreprises au Congo, investir cet argent au Congo. Nous allons attirer cette masse d'argent-là qui appartient à ces 15 millions. Donc c'est le Congo qui gagne encore en favorisant le retour d'argent qui appartient à ces Congolais qu'on va utiliser pour investir dans des petits projets qui vont créer des emplois pour le peuple congolais qui se trouve au chômage aujourd'hui. Donc, je ne vois que des avantages de cette disposition-là. Maintenant, il y a des gens qui disent, mais si quelqu'un était à l'étranger, il avait pris une nationalité étrangère et il revient ici, est-ce qu'il peut venir postuler pour occuper un poste politique? Je dis qu'il n'y a rien qui a changé. Quand on est Congolais, on a un cœur congolais, on reste Congolais. Les papiers étrangers là, ce sont des papiers. S'il veut occuper un poste politique, tout ce que nous pouvons dire, c'est que, à la rigueur, s'il est élu à un poste politique, on peut demander qu'il enlève cette deuxième nationalité étrangère pour qu'il ne puisse pas être lié à un conflit quelconque par rapport au pays étranger. Mais il redevient Congolais, il a tous les droits comme tout le monde, comme vous et moi, qui vivons en République démocratique du Congo. Je voudrais attirer aussi votre attention sur quelques petits éléments. Vous avez constaté qu'il y a eu des ambassadeurs étrangers qui sont allés s'agenouiller, se mettre à genoux devant Christophe Mbosso dans son bureau. Oh, s'il vous plaît, il ne faut pas aligner cette proposition de loi-là pour débat. Oh, mais moi je me suis dit, mais le Congo, depuis 1960, nous avons eu combien de lois qu'on débat à l'Assemblée nationale, qu'on approuve? Qu'est-ce qui fait que ces ambassadeurs-là ne sont jamais allés demander à Mbosso de ne pas aligner ces lois, sauf celle-ci? En réalité, nous avons découvert le bouton qu'il fallait pour sauver la RDC. Et ils voulaient que nous soyons toujours des naïfs. Quand ils veulent, ils placent qui ils veulent à la tête de notre pays, des marionnettes à leur solde. Et quand nous avons découvert ce bouton-là, en réalité, ce que ça veut dire, c'est que leurs marionnettes-là allaient dehors. Ils ne vont plus jamais diriger la RDC. La RDC redevient le pays qui appartient au Bakolomboka que nous sommes. Par conséquent, ils ne sont pas contents. Ils menacent de faire beaucoup de choses au cas où
cette loi, au début on disait cette loi ne doit même pas être reçue. Bravo à Christophe Mbosso, il a compris, il a aligné la loi va être débattue et devinez quoi, la loi sera votée. Et je voudrais aussi souligner le fait que les Nations Unies, dirigées par une femme qu'on appelle Bintou Keïta, représentante de la MONUSCO ici, ils se sont permis de faire des déclarations pour dire « Oh, cette loi-là, elle est triviale, elle divise. » Je viens de vous démontrer qu'il n'y a pas de division réunie, n'est-ce pas? Mais les Nations Unies se trompent de cible. Pourquoi? Il y a 188 pays membres des Nations Unies. Tous ces pays-là ont chacun des lois qui règlent des questions d'accession au pouvoir. Mais je vais vous montrer 3 ou 4 pays qui sont des pays africains. La Zambie ici à côté, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et j'irai même plus loin, le pays de Bintou Keïta qui est la Guinée. Tous ces pays-là, ils ont des lois qui disent que pour accéder à la magistrature suprême, il faut être de nationalité de ce pays-là. En plus de cela, avoir les parents du côté du père, du côté de la mère. Tous les parents là doivent être originaires du pays. La Zambie dit clairement qu'il faut que le candidat à la présidence soit de nationalité zambienne et qu'il ait les 2 parents des Zambiens by birth, c'est-à-dire de naissance, l'équivalent de 2 pères et de mères. La Tunisie dit la même chose, mais descend jusqu'à 4 générations. Le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, ainsi de suite, ils doivent être tous des Tunisiens. Qu'est-ce qui fait que les Nations Unies, qui ont comme pays membres la RDC, la Zambie, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, ne se sont jamais opposés aux autres pays quand ils ont mis cette disposition et ils osent s'attaquer à nous, la RDC, quand nous voulons mettre la même disposition pour protéger notre pays. Par conséquent, mon message à Bintou Keïta et les Nations Unies, c'est que restez en dehors de la politique intérieure de la RDC. Ne vous ingérez pas dans nos affaires. Ne vous ingérez pas dans nos affaires. Maintenant, je vais m'adresser au Congrès et au Sénat américain. Le Sénat américain, il y a un sénateur qu'on appelle Chris Smith, qui est en charge de la politique étrangère donc du Sénat, qui a émis un communiqué la semaine passée, qui dit « Oh, mais ce pays-là, la République démocratique du Congo, il y a des choses qui ne marchent pas du tout. Par exemple, malgré les pressions, il semble que la proposition de loi Tchani de père et de mère est toujours sur la table au niveau de l'Assemblée nationale. » Je voudrais répondre aux Américains en leur disant ceci. Laissez-nous tranquilles. Après la mort de Lumumba, de Simo Kimbangu, de Kimpavita, ce pays-là veut maintenant réclamer son indépendance. Nous n'allons pas accepter des dictats de la part de qui que ce soit en ce qui concerne la protection de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale. La loi que nous avons initiée, il n'appartient pas aux Américains d'interférer dans le processus législatif du Parlement d'un pays souverain pour nous dire ce que nous devons faire. Par conséquent, je demande à Christophe Mbosso et Bahati Modeste d'aligner la loi, d'en débattre, de voter souverainement et de l'envoyer au président de la République pour promulgation. Maintenant, mesdames et messieurs, je voudrais terminer par une citation d'un Africain très célèbre, Nelson Mandela. Mandela s'adressait aux députés sud-africains à Cape Town. Et il leur a dit ceci. Vous les députés nationaux, vous avez le destin du peuple sud-africain dans vos mains. Chaque fois que vous aurez à voter des lois, si vous regardez et vous voyez que la communauté internationale applaudit pour ces lois-là, c'est que vous êtes en train de trahir votre peuple. Si la communauté internationale applaudit, c'est que vous faites quelque chose qui n'est pas dans l'intérêt du peuple sud-africain. Mais si vous voulez faire des lois et vous voyez que toute la communauté internationale est en train de rouspéter, de chercher même à vous empêcher d'adopter cette loi-là, ce que ça veut dire, c'est que vous faites quelque chose de bien pour votre pays. Par conséquent,
Par conséquent, cette loi ici n'a jamais suscité autant de réactions négatives de la part de la communauté internationale. Cette communauté internationale a même mobilisé ses médias. RFI, France 24, Afrique 24, BBC, Voice of America, Deutsche Welle, tous ces organes de médias se sont érigés en donneurs de leçons contre cette loi. Et quand vous entendez donc leurs reportages, ils sont tellement biaisés. Ils présentent des choses. Moi, j'ai entendu donc des organes de médias français, je crois que ce doit être RFI, qui a fait le reportage, en disant les manifestations se multiplient contre la loi Tchani au Congo. Partout, il y a des gens qui manifestent contre ça. Au Bas-Congo, à Ituri, partout. Je me suis dit, pardon, mais ces manifestations-là, elles sont où? Vous les avez vues? Ces médias sont des organes de manipulation contre nos intérêts. Par conséquent, ignorez donc leur reportage. Nous devons soutenir cette proposition de loi et nous devons soutenir la loi jusqu'à ce qu'elle soit alignée pour débat et vote à l'Assemblée nationale. Et le jour que la loi sera alignée pour débat, je demande à tout le peuple congolais, ceux qui sont dans les environs de Kinshasa, à descendre au niveau de l'Assemblée nationale. Nous allons encercler l'Assemblée nationale et nous allons rester dehors jusqu'à ce que la loi soit votée. Mesdames et messieurs, je crois que j'ai couvert l'essentiel de cette proposition de loi. Je voudrais juste que vous sachiez que ce que nous proposons là, c'est juste pour asseoir la souveraineté nationale et l'indépendance, la deuxième indépendance de la RDC, et de s'assurer que notre pays sera toujours sous notre responsabilité et que ce pays ne va plus jamais nous échapper. Le pays pour lequel Lumumba est mort, Kimpavita est morte, Simon Kimbank est mort, Étienne Tshisekedi est mort, Kasavubu est mort, le maréchal Mobutu est mort. Le maréchal Mobutu, malgré toutes les erreurs de gouvernance, il s'est battu pour l'unité nationale et l'intégrité territoriale. Et pour cela, je vous demande d'applaudir très fort pour lui. Et je voudrais conclure en disant, le Congo a 122 millions d'habitants, les 15 millions de la diaspora et 107 millions d'ici. Nous sommes tous les mêmes, nous devons rester unis et nous devons travailler pour le développement de notre pays, le développement accéléré pour que ce pays-là, les ressources naturelles que Dieu a bien voulu nous donner, ça puisse profiter à tout le peuple congolais. Nous sommes capables de nous développer. C'est pour ça que je voudrais saluer un événement qui s'est passé il y a 2-3 jours. J'ai vu la visite du chef de l'État en Chine. Waouh, c'était impressionnant. Et j'estime que nous sommes sur le bon chemin en nous ouvrant à ces partenaires-là qui peuvent nous aider pour le développement. La Chine a certainement certaines imperfections dans ses relations avec nos pays. J'ai dénoncé le contrat qui avait été signé, le contrat chinois, comme on a dit, étant donné qu'il y a beaucoup de choses qui étaient prévues qui n'ont pas été faites dans l'intérêt du peuple congolais. Mais c'est aussi de notre faute, parce que nous n'avons pas été très regardants. Si nous sommes très regardants, nous pouvons corriger ces erreurs-là, mais la Chine, c'est un partenaire, j'estime, qui peut beaucoup nous aider dans le développement économique et social de notre pays. Et je salue donc cette ouverture-là que le chef de l'État a pu faire en allant de ce côté-là. Je l'encourage d'ailleurs à faire la même chose avec d'autres blocs. Par exemple, la Russie. La Russie peut nous apporter aussi beaucoup de choses. Nous continuons à avoir la main tendue à l'égard des États-Unis et des pays d'Europe. Mais il faut que ces deux-là cessent de pouvoir nous dicter ce qu'ils veulent et qu'ils ne puissent aller que dans leur intérêt et contre les intérêts du peuple congolais. Mesdames et messieurs, je suis arrivé à la fin de cette présentation. Je vais m'ouvrir à vous pour des questions éventuelles. Si vous avez des questions, échangeons. Et dites-moi sincèrement ce que vous voulez. Si vous pensez qu'il y a quelque chose de mauvais que nous avons dans cette loi, c'est l'occasion de le dire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous allons le faire. Mais je vous dis simplement que la loi donne l'opportunité à tous les Congolais de pouvoir travailler ensemble. Les Congolais de père et de mère,
des pères ou des mères, les étrangers naturalisés congolais ou les apatrides. Nous sommes tous les mêmes. Nous voulons faire cette incise-là en réservant quelques fonctions aux Congolais de pères et de mères simplement pour protéger le pays. Parce qu'une fois qu'on a protégé le pays et qu'il est stable, cette stabilité va profiter à tous les Congolais sans exception. Je vous remercie. Et qui ont posé des questions extrêmement intelligentes et utiles, qui montrent très clairement qu'ils ont compris de quoi il s'agit. Toute la présentation qu'on a faite, on n'a pas prêché dans le désert. Donc ces questions sont d'une importance capitale, donc on va essayer d'y répondre. La première question qui était soulevée par le pasteur Gabriel Kankonde portait sur les postes de souveraineté. Il a dit que j'ai oublié certains postes au niveau des territoires où on devait exiger que les Congolais de pères et de mères occupent ces postes-là. Au fait, vous avez raison. Et d'ailleurs, cette remarque m'a été faite par le sénateur Boussé Falaï. Vous connaissez Georges Boussé Falaï qui était directeur de cabinet de musée Laurent Désiré Kabila. Il vit en Afrique du Sud. Il a publié une tribune dans laquelle il nous félicite d'avoir pris cette initiative-là. Et il dit d'ailleurs qu'apparemment, musée Laurent Désiré Kabila avait dans sa tête l'idée de faire une loi comme ça. Parce que lui, il a vécu les conséquences d'être accompagné par des Rwandais et des Ougandais et ces gens-là. Et que dans son laboratoire, il réfléchissait sur ça. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Et Boussé Falaï dit qu'il a regardé tous les postes que nous avons proposés, qu'ils soient verrouillés. Il estime qu'on devrait descendre un peu plus bas. Par exemple, il a ciblé les services de sécurité, l'ANER, la DGM, les FRDC, l'armée congolaise et la PNC, la police nationale congolaise. Il estime que dans ces postes-là, dans ces institutions-là, on ne devait pas se limiter simplement au sommet. On devait descendre très bas et lui, il propose qu'on aille jusqu'au niveau des officiers subalternes. C'est-à-dire qu'on peut accepter n'importe qui dans l'armée, mais les gens qui doivent occuper des postes au-delà des officiers subalternes doivent être des Congolais de père et de mère, pour éviter ce que nous sommes en train de vivre avec l'armée congolaise à l'est là-bas, où on envoie des gens au front et quand ils arrivent face à l'ennemi, ils enlèvent la veste, ils portent la tenue rwandaise et ils passent dans l'autre camp. Donc, c'est ça qu'il a proposé et moi je pense qu'il a raison. Et je crois que vous avez raison aussi donc de faire cette suggestion-là. La seule chose, c'est que je n'ai pas voulu effrayer les gens. Je me suis dit on doit commencer quelque part. Quand on doit lutter contre l'infiltration, si vous venez avec toute la liste de tous les postes, ça va couvrir tous les postes de la République dans l'administration publique. Les gens vont crier au scandale. Ils vont dire mais finalement, il va confisquer tous les postes au profit de ses frères, des sœurs, des pères et des mères. Par conséquent, j'estime qu'on peut commencer avec ça, mais la réflexion doit continuer. On devra peut-être avoir des lois additionnelles pour établir donc des critères au niveau des institutions jusqu'au niveau le plus bas pour tenir compte donc de cette suggestion-là. La question d'identification des Congolais, elle est importante. Comment arriver à lutter contre l'infiltration dans un pays où on ne sait plus qui est Congolais et qui ne l'est pas? Mais moi, j'étais impressionné par une chose. Lorsque je suis allé pour m'enrôler, l'enrôlement là des électeurs, après avoir fait l'enrôlement au niveau de la CENI, il y avait un bureau juste à côté, c'est le bureau de l'ONIP, l'Office ONIP, Office national d'identification de la population. La dame qui m'a accueilli, elle m'a donné une fiche. Cette fiche-là demandait mon nom, mon identité, le nom de mon père, de ma mère, le nom de mon grand-père paternel, grand-père du côté maternel, et ça descendait jusqu'à 4 générations. Ça descendait jusqu'à 4 générations. Moi, j'estime que notre pays n'a pas de fichier aujourd'hui. Si nous participons tous aux efforts de l'ONIP, d'ici 1 an, 2 ans, on aura un fichier sur la population qui identifie qui nous sommes. Il y aura toujours donc des tricheurs, des gens qui nous ont déjà infiltrés, qui arrivent dedans. Mais quand vous êtes tricheur, sachez que vous pouvez tricher jusqu'à un point. Lorsque moi je suis allé en Ngandajika après 40 ans d'absence, je faisais une conférence dans la salle comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de leur prouver que j'étais originaire de Ngandajika.
dans la salle là. Je dis, mais vous devriez me connaître parce que dans cette salle où nous sommes, j'ai étudié au collège Saint-Georges, juste ici à côté, et j'habitais dans un premier temps chez ma tante paternelle, juste la maison en dehors donc, de cette salle de conférence, la maison chez les Balongechi, donc les enseignants comme on dit. Et quand je dis ça, il y a un brouhaha dans la salle. Les gens se sont mis debout, une quarantaine de personnes qui disent « Ah, Tchanyouetu, nous te connaissons, toi tu es le fils de tel, dans tel village, on a connu ton grand-père, on a connu ta tante, on a connu ceci, cela. » 40 personnes dans cette salle-là m'ont identifié. Et quand je termine ça, j'ai dit « Mais ma mère, mais vous devriez connaître Monseigneur Tchishimbi qui était le curé dans cette paroisse ici, c'est le frère à ma mère. » 40 autres personnes se sont mis debout pour dire que ce sont mes oncles maternels. Ça veut dire que chacun de nous, Congolais, si on veut identifier quelqu'un, on peut vérifier. On a combien de candidats à la présidence? À supposer qu'on ait par exemple 20 candidats à la présidence et que nous voulons vérifier l'identité de chacun d'eux. C'est possible de le faire en attendant qu'on puisse avoir ce fichier-là de l'ONIP en place. Donc, on va faire ces choses-là progressivement parce que à l'impossible, nul n'est tenu. Mais vous allez trouver certaines personnes. Vous leur demandez, mais vous voulez être candidat à la présidence? Il dit oui. Il a dit, mais très bien. Mais votre père, il est de quel territoire? Il cite un pays étranger. Je dis, oh, votre père, il est originaire d'un pays étranger. Il dit, mais votre grand-père, il est d'où? Il cite un autre pays étranger. Et vous voulez être président de la République démocratique du Congo? Vous vous êtes trompé donc de pays. Vous n'êtes pas dans votre pays où vous pouvez assumer les fonctions de président de la République. Donc, l'identification, on peut la faire donc à ces deux niveaux-là. Au niveau informel, en vérifiant avec les gens, mais aussi au niveau formel, en travaillant pour que l'ONIP puisse avoir donc un fichier sur l'identification de la population de façon correcte. Alors, est-ce que la loi elle est opportune? Qui a posé cette question-là? C'est vous. Je vais vous répondre. Vous savez, lorsqu'on est dans une situation, s'il vous plaît, quand on est dans une situation et que, s'il vous plaît, suivez-moi s'il vous plaît, quand on est dans une situation et on essaie de justifier certains comportements par des choses qui ne sont pas très catholiques, moi je crois qu'il faut éduquer la population. Je voudrais vous dire une chose, c'est que moi qui vous parle, je n'ai aucune tolérance à l'égard du tribalisme. Les gens qui considèrent que telle personne est meilleure parce qu'il est originaire de telle province, il est de telle tribu, ces gens-là, ils se trompent. On doit les éduquer. Et moi, je souhaiterais d'ailleurs, attendez quand je serai président de la République, on va foutre beaucoup de gens au cachot à cause des comportements irresponsables de ce genre là-bas. Et quand on va punir quelqu'un, la première personne, la deuxième et la troisième, les gens vont être corrigés. Je ne vois pas la place du tribalisme dans ça. Ce que nous sommes en train de proposer là, la loi va protéger qui? Les Bakongo, les Bangala, les Baluba, les Baswahili. Nous sommes tous Congolais. Et je ne suis pas d'accord de dire que la population congolaise qui soutient la loi, elle est exclusivement Luba. C'est faux. J'étais au Bakongo il n'y a pas longtemps. J'étais au Congo central, à Mbazangungu et à Matadi. Je vais vous envoyer la vidéo de la conférence qui a eu lieu là-bas. Le soutien à la loi, il est total. Et j'ai demandé aux gens, après la conférence, qui pourrait voter pour cette loi. Toute la salle a soulevé la main. La loi, elle a un soubassement. Ce soubassement-là, c'est que nous sommes tous Congolais. Si ce Congo perd la souveraineté, ce ne sont pas les Balouba seulement qui vont devenir des esclaves. Si la loi, si le Congo perd la souveraineté, nous serons tous les 122 millions de Congolais des esclaves de ces étrangers-là. C'est ça que nous devons voir. Par conséquent, vos histoires de tribalisme là, s'il vous plaît, épargnez-moi de ça. Moi, je voudrais qu'on se focalise sur l'essentiel. L'essentiel, c'est que nous voulons protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Et ces deux-là sont des biens intangibles qui vont profiter à tous les Congolais sans exception. Bon, quelqu'un a demandé quels sont les éléments qui m'ont motivé, qui m'ont poussé à faire cette proposition de loi. C'est une question légitime.
en commençant à faire cette présentation, je vous ai dit que j'ai constaté que non seulement moi, mais tous les Congolais, ils ont constaté que le pays est infiltré. Je ne peux pas mentionner le nom d'un officiel. Quand j'ai vu cet officiel-là et je lui ai parlé de ça, l'officiel en question m'a dit, vous savez quoi? Nous savions tous que nous avions un problème. Tous les Congolais étaient conscients qu'il y avait un problème d'infiltration. Mais nous ne savions pas comment le régler. C'est curieux que vous qui êtes venus de loin, venus d'Amérique 40 ans après avoir été absent du Congo, vous nous apportez la solution. Et il dit, cette solution-là, c'est ça que tout le monde voulait, inconsciemment ou consciemment, mais n'était pas en mesure de formuler ça comme il faut. Il y a quelqu'un qui a parlé tout à l'heure là des pères et des mères. Pourquoi ça crée donc un clivage entre la population? C'est pas vrai. Quand je suis venu des États-Unis, déjà avant 2018, j'avais fait mon affiche de campagne. C'était rédigé aux États-Unis. Cette affiche de campagne disait Dr Noël Tchang Mwadi Anvita, candidat à la présidence de la République, 100% congolais et loyal à la RDC. C'était ça la dernière phrase. 100% congolais et loyal à la RDC. C'était l'affiche que j'ai mise partout. Les gens n'ont pas fait attention à ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire 100% congolais là, ça veut dire des pères et des mères congolais et loyal à la RDC. Mais les Congolais ne faisaient pas attention à ça. Il s'est fait juste que cette fois-ci, j'ai remplacé 100% congolais par des pères et des mères. Et ça a enflammé la toile. Tous les Congolais se sont sentis concernés. Par conséquent, c'est une formule magique qui nous réunit tous. Et nous ne disons pas que les autres ne sont pas Congolais. Moi, j'étais aux États-Unis au moment où Donald Trump a commencé la campagne pour être élu président des États-Unis. Vous savez ce qu'il avait comme adage? Il disait « Put America first ». Mettez l'Amérique avant tout. OK? Personne dans le monde n'a protesté parce que Donald Trump veut mettre l'Amérique avant tout autre pays ou tout autre peuple. C'est normal. Ça mobilisait le peuple américain jusqu'à l'élire pour qu'il devienne président de la République. Moi, je pense que cette formule-là, elle est magique. Et d'ailleurs, j'ai une révélation à vous faire aujourd'hui. J'ai écrit un livre qui est en train d'être édité maintenant et qui va sortir, je crois, soit à la fin de cette semaine, soit la semaine prochaine. Le titre de mon livre, c'est « Des pères et des mères. Quel avenir pour la République démocratique du Congo ?» Et j'explique dans ce livre-là justement tout ce que je vous ai dit ici, en soulignant le fait que nous ne voulons pas créer des distinctions entre les Congolais. Nous voulons que tous les Congolais restent Congolais. Je suis moi très fier d'être Congolais. Et quand je vois mes autres compatriotes Congolais, je leur demande même pas vous êtes des pères et des mères, ou vous êtes des pères ou des mères, ou vous êtes quoi que ce soit. Tout le monde, ce sont mes compatriotes. Et je souhaite le bien à tout un chacun de nous. Je dis simplement que si nous devons être vigilants pour protéger notre pays, prenons des mesures qui peuvent être draconiennes et qui vont protéger le pays, nous mettre en situation d'avoir la paix intérieure, la stabilité, la cohésion sociale, nous concentrer sur les efforts de développement. Et une fois que nous avons tout ça, maintenant tous les Congolais vont être bénéficiaires des résultats de cela. Je vous donne l'exemple de 2 ou 3 pays qui ont une loi similaire. Et ça ne dérange personne. Je vais commencer par les donneurs de leçons, les Américains. Aux États-Unis, on dit que pour être président de la République, il faut être né sur le sol américain. Vous savez pourquoi ils ont adopté ce principe-là? C'est parce que tout le pays est fait de quoi? Des immigrés. Des gens qui sont venus d'Afrique, d'Europe, d'Asie, de ceci. Et ils se sont posé la question de savoir mais qui est véritablement américain parce que nous sommes tous des étrangers. Ils ont dit que désormais, nous allons adopter un principe. Celui qui est américain, des pères et des mères en réalité, c'est celui qui est né sur le sol américain. Lui, il peut être éligible pour être président des États-Unis, mais son père, qui est venu de l'étranger, n'est pas éligible. Ils ont adopté ce principe. La conséquence, il y a des grandes personnalités américaines. Henry Kissinger, vous êtes trop jeune peut-être pour savoir qui est Henry Kissinger. C'est le diplomate par excellence. C'est lui qui avait négocié les accords de Camp David. Et ce diplomate par excellence, respecté à travers le monde, il était né en Allemagne. Ses parents l'ont amené aux États-Unis 2 semaines après sa naissance.
Il a grimpé les échelons de l'administration américaine jusqu'à devenir secrétaire d'État. Secrétaire d'État, ce n'est pas n'importe quel poste. C'est la troisième personnalité dans la hiérarchie de l'administration américaine. Le secrétaire d'État, après avoir terminé ce poste-là, on lui a dit, tu ne peux pas aller au-delà, tu ne peux pas devenir vice-président ou président américain. La loi est dure, mais c'est la loi. Kissinger, est-ce qu'il est mort? Il vit toujours, il est aux États-Unis. Madeleine Albright était dans la même situation. Ses parents l'avaient amené donc de Tchécoslovaquie. Arnold Schwarzenegger est venu donc d'Australie, n'est-ce pas? Australie. Il a évolué jusqu'à devenir gouverneur de l'État de Californie. Après ça, il y a des gens qui ont signé des pétitions pour dire qu'il est tellement populaire. Il faut que la Cour suprême autorise qu'il soit candidat à la présidence. La Cour suprême s'est réunie en moins de 2 minutes pour dire la loi est dure, mais c'est la loi. Vous ne pouvez pas être loyal à 100% aux États-Unis si vous êtes né dans un pays étranger. Vous aurez des loyautés partagées. On a rejeté cela. Donc, ils nous ont passé le bâton et nous allons le passer à nos enfants et les enfants vont le passer à leurs enfants. C'est comme ça qu'on assure donc la pérennité de notre pays. Si nous ne faisons pas ça, nous deviendrons des esclaves dans notre propre pays. Maintenant, est-ce que ce que nous devons faire est conforme à la Constitution? Une très bonne question. Vous savez d'abord la Constitution de la RDC, elle a été rédigée dans quelles conditions? Elle a été rédigée en Afrique du Sud à Sun City par les belligérants. C'est-à-dire le RCD de Azarias Ruberwa, soutenu par qui? Par le Rwanda, en réalité par le Rwanda. Le MLC de Jean-Pierre Bemba, soutenu par qui? Par l'Ouganda. En réalité, l'Ouganda était à la table pour rédiger la constitution de la RDC. Maintenant, il y avait la FDL de Mzee Laurent Désiré Kabila, soutenu par qui? L'Angola, le Zimbabwe, la Namibie. Et quand ils ont rédigé cette constitution-là, les intérêts de qui étaient mis en avant? Ce n'étaient pas simplement les intérêts des Congolais. Il y avait les intérêts des pays qui sponsorisaient ces rébellions-là. Par conséquent, ils reconnaissent qu'il y a eu beaucoup d'enfants congolais qui sont nés de mixage entre les soldats de ces pays-là et les femmes congolaises. À peu près 5 millions d'enfants. Ils se sont dit, on doit enlever parce que la mention des pères et des mères existait pendant le règne de Mobutu. La constitution de la Deuxième République disait que pour être candidat au poste de président de la République du Zaïre, il fallait être zaïrois d'origine, né des pères et des mères zaïrois. C'est comme ça que les Kengwa Dondo, qui étaient dans ce pays, n'étaient pas éligibles pour la présidence. C'est ainsi que les Moïse Katumbi, qui étaient dans ce pays, n'étaient pas éligibles pour la présidence. Maintenant, ils ont fait sauter cette mention-là. Ils nous ont pris pour des naïfs. Ils ont dit qu'ils vont faire entrer dans la bergerie leurs mercenaires. Et quand ces mercenaires-là arrivent, vous n'allez plus récupérer la RDC. Vous allez devenir des esclaves dans votre propre pays. Imaginez par exemple un candidat à la présidence qui a des parents venant des pays étrangers, des femmes venant des pays étrangers. S'il devient président de la République, la maison civile du chef de l'État va ressembler à quoi? Un dépotoir où tous les étrangers vivent au vu et au su de tous les Congolais. Moi, j'estime que c'est une erreur fatale que nous ne devons pas donc tolérer. Nous devons changer, nous devons mettre des garde-fous pour que... Nous devons mettre des garde-fous pour protéger notre pays. Et si nous ne le faisons pas aujourd'hui, personne d'autre ne viendra le faire à notre place. Maintenant, et s'il faut maintenant modifier la Constitution elle-même, elle prévoit des mécanismes pour sa modification. La Constitution actuelle dit que la seule chose qu'on ne peut pas changer, c'est l'article 220 de la Constitution. Mais tous les autres articles sont modifiables. Donc, quand je vous ai parlé, j'ai parlé de l'article 10 et de l'article 72. Ce ne sont pas des articles verrouillés. On peut donc les changer sans avoir donc mal à la tête. Maintenant, pourquoi parler de la loi sur la nationalité, pourquoi parler de la loi des pères et des mères au lieu de parler de la loi sur la nationalité? Je pense que j'en ai déjà parlé. La question de la congolité. J'ai entendu un compatriote qui a mentionné la congolité ne va-t-elle pas menacer la cohésion nationale? D'abord, je proteste contre l'usage du terme congolité. Congolité, c'est un terme pédant, inventé par nos détracteurs pour discréditer la loi, pour montrer que la loi divisait.
En réalité, je vous ai démontré tout à l'heure que la loi ne divise pas, la loi va réunifier la population congolaise, n'est-ce pas? Mais la congolité est inventée pour invoquer des mauvais souvenirs de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui est arrivé? Les défenseurs de l'idée de l'ivoirité ont voulu faire la distinction entre la population ivoirienne en disant que ceux qui sont au nord de la Côte d'Ivoire, aux frontières avec le Burkina, ce ne sont pas des Ivoiriens, ce sont des Burkinabés. Le président Alassane Ouattara, il vient de ce côté-là. C'est ça qui a provoqué la guerre. Il y avait au moins 7 millions de gens à qui on refusait la nationalité ivoirienne. Nous ne faisons pas cette distinction-là entre les gens. Est-ce que je vous ai dit ici qu'il y a des gens qu'on ne reconnaît pas comme Congolais? Tous les Congolais sont Congolais. Et nous voulons même ajouter davantage. En disant qu'on va redonner la nationalité aux 15 millions de gens, nous voulons redonner la nationalité à 15 millions de personnes, tandis qu'en Côte d'Ivoire, on a enlevé la nationalité à 7 millions de personnes. D'où utiliser le terme congolité pour faire allusion à la Côte d'Ivoire, ce n'est pas juste. Il faut oublier ce terme-là. Par conséquent, ce que nous proposons va réunifier la population congolaise. Il n'y aura pas de menace à la cohésion sociale. Vous allez voir, pour parler comme Lambert Mende, une fois que la loi ici passe, le jour suivant, le ciel ne va pas tomber sur la RDC. Par conséquent, nous allons devenir un grand pays. Vous allez voir la célébration de récupérer les 15 millions de la diaspora. On sera un grand pays, 122 millions d'habitants, maintenant prêts à se mettre au service pour développer la RDC au profit de tous. Il y a quelqu'un qui dit que la loi a été rejetée une fois. Qu'est-ce qui a changé? Il y a un processus de préparation des lois. Moi, je ne suis pas député national. Il y a des choses que je connais et des choses que je ne connais pas. Et en plus, je ne suis même pas juriste. J'ai eu l'idée, j'ai conçu la loi, j'ai parlé avec honorable Singhi Pouloulou et on a mis la loi ensemble, on a déposé à l'Assemblée nationale. Je n'ai jamais été notifié par l'Assemblée nationale que la loi a été rejetée. Je n'ai jamais été notifié. OK? J'entends seulement ce brouhaha-là, propagé par les radios étrangères, que la loi a été rejetée pour la première fois. Qu'est-ce que moi je connais? Quand on a déposé la loi en juin 2021, le Parlement était en activité. Ce n'est pas le jour que vous déposez la loi sur la table du Parlement qu'on passe directement au vote. Il y a un processus de préparation. Il faut que la loi soit étudiée par le bureau de l'Assemblée, qu'il fasse, le bureau d'études, qu'il fasse des commentaires pour dire c'est bon, ce n'est pas bon. S'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, voici comment il faut les corriger. Moi, tout ce que je sais, c'est que honorable Singhi Pouloulou, un grand député, un grand patriote à qui je voudrais rendre hommage, il m'a vu, il m'a dit, tel élément, est-ce qu'on peut ajouter? Tel élément, on peut ajouter. On a modifié la loi et nous avons redéposé la loi. En redéposant la loi, je pense que s'il y avait des commentaires du bureau d'études, nous avons incorporé ces commentaires-là. Donc la loi maintenant, elle est prête à être débattue, être votée. Il n'y a rien, il n'y a personne. Pour quel intérêt on doit rejeter la loi et moi je vais venir m'infiltrer par la fenêtre pour dire non, s'il vous plaît, remettez sur la table? Ce n'est pas comme ça, mais il y a tout un processus. Vous voyez par exemple à travers ces rencontres-là, vous faites des suggestions. Si je vois que c'est une suggestion qui fait du sens, je vais aller essayer donc d'incorporer cela dans la loi. C'est comme ça qu'on doit préparer les lois. Je vous ai dit tout à l'heure là les commentaires donc de Boussé Falaï. J'estime que ce qu'il a dit est très important. Je voudrais demander aux députés nationaux d'intégrer cela. Donc, quand on va débattre de la loi, ce sera de façon transparente. Il n'y a personne qui va le faire la nuit et le tout va être retransmis en direct à la télévision pour que tout le monde voit et comprenne qu'on n'est pas en train de mener certains Congolais donc dans le bateau. Je veux simplement que tout le monde soit conscient et prenne conscience que ce que nous faisons, c'est dans l'intérêt du pays. Je vous remercie. M. Mano, pour tout ce que vous avez fait, pour que nous puissions passer cet après-midi ensemble et échanger sur cette question qui est d'intérêt national. Moi, j'ai beaucoup appris de ce contact-là, de ces échanges. J'ai beaucoup appris. Je pars d'ici encore plus convaincu que les Congolais, ils sont capables de beaucoup quand ils se mettent ensemble. Il y a des petites choses qui nous divisent parfois, qui nous font perdre du temps, comme on a mentionné tout à l'heure, là, les questions de tribalisme.
encore une fois de plus, je vous dis sincèrement du fond de mon cœur, et peut-être j'ai développé cela en vivant dans les pays où j'étais toujours en minorité. Quand je vis aux États-Unis, déjà le fait d'être noir, je suis en minorité par rapport aux autres. Donc quand je vois un noir, j'essaie de me coller à lui pour que nous puissions faire un bloc commun. Et quand je vois un Africain, c'est mon frère, parce que nous sommes tous venus du même continent. Et quand je vois un Congolais, c'est plus qu'un frère, parce qu'il m'est arrivé d'ouvrir ma porte à quelqu'un que je venais à peine de rencontrer parce qu'il est Congolais et je considère qu'il est le mien, sans considération de sa tribu, de sa province, de son village. Ces choses-là, moi je crois qu'elles sont dépassées. Et je suis même choqué quand j'entends beaucoup de personnes aujourd'hui, dès qu'on voit le nom de quelqu'un, on dit « Oh non, c'est un Louba, c'est un Swahiliphone, c'est un C6-là ». Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. Vous savez, quand M. Mano et moi on s'est rencontrés, la seule chose qui nous a unis, c'est que nous avons un seul pays qui s'appelle la République démocratique du Congo. Je n'ai jamais cherché à savoir il est de quelle province. Ça ne m'intéresse même pas de savoir ça. Je n'ai jamais cherché à savoir il est de quel territoire, de quelle province, de quelle tribu. Ce n'est pas ça l'important. Nous sommes Congolais et travaillons pour que le Congo soit plus fort. Lorsque le Congo sera plus fort, nous allons tous marcher avec la tête haute et c'est tout le monde, chacun de nous, qui va en profiter. Alors, parce que nous sommes au Congo où il y a des partis politiques, je voudrais vous informer que j'ai fait partie d'un parti politique qui s'appelle la Force du Changement. C'est un parti politique neuf avec des gens propres. Je suis le président de ce parti-là. Je n'ai jamais été impliqué dans la mauvaise gouvernance du Congo. Je n'ai jamais volé un seul centime de la République. Et c'est pour ça qu'à l'issue de ces rencontres-là, moi, je ne peux pas vous payer les transports parce que je n'ai pas d'argent pour le faire. Mais quand vous voyez des gens qui viennent, qui vous payent le transport et qui vous donnent de l'argent pour vous dire même, allez chez vous, revenez demain, on va vous donner du poisson, on va vous donner donc des farines. Posez-vous la question, d'où vient cet argent-là? Ce sont des voleurs. Par conséquent, moi, je voudrais que vous puissiez encourager des gens comme nous. Pourquoi? Parce que si on y arrive, on va changer la façon dont le Congo fonctionne. Par conséquent, je vous invite à adhérer massivement, si vous pouvez, à notre parti politique qui est la Force du Changement. Je vais dire le numéro de téléphone, vous ne pourrez pas le retenir, mais je donnerai donc le numéro de téléphone à M. Manou, comme ça il pourra envoyer dans le groupe WhatsApp à tout le monde. Ceux qui veulent adhérer, ils seraient donc les bienvenus. Encore une fois de plus, merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité d'échanger avec vous. Je souhaiterais que nous puissions garder ce contact. Si demain, après-demain, vous estimez que nous devons nous voir, je voudrais revenir. Je voudrais élire mon domicile dans ce quartier des bonhommes et que je vous adopte tous pour que vous deveniez des agents du changement, qu'on travaille ensemble pour le changement dont notre pays donc a besoin. Merci.